Vous avez sauté à combien au total sur l'ensemble de l'opération? Alors, le total de l'opération devait être dans les 750. Vous avez eu des pertes, non? Au saut, non, pas de perte. Il y a eu quelques foulures, jambes cassées. Mais... Et au combat? Au combat, je ne peux pas vous le dire, il y a déjà des morts. Dans vos rangs? Oui, et on en a évacué déjà par C-130. Plusieurs? Il y a quelques pertes. 3-2-1, 5-4-3. 5-4-3-2-1-0. L'homme que vous venez d'entendre, c'est le colonel Hérulin. Son interview, on l'a trouvé sur une bobine sur laquelle il y a marqué 7 lettres, Kolwezi. Kolwezi, c'est une petite ville à 200-250 km au nord-ouest de Lubumbashi, dans un pays qui s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, la RDC. Mais à l'époque, en 1978, ce pays s'appelait le Zaïre. Donc le Zaïre de l'époque, c'est plus anciennement encore le Congo, et c'est aujourd'hui la RDC. À l'époque, au Zaïre, il y a une rébellion qui s'oppose au président dictateur du Zaïre, Mobutu. Cette rébellion, ce sont les rebelles katangais. Le Katanga, c'est une province qui s'appelait également le Shaba. Et ces rebelles katangais envahissent une ville qui s'appelle Kolwezi, dans laquelle il y a 100 000 habitants, dont 3 000 Européens. Et pendant plusieurs jours, c'est un massacre. C'est-à-dire que les rebelles katangais tirent sur les Européens, envahissent les villas, ils tuent les femmes, ils tuent les enfants, etc. Le président Mobutu, le dictateur Mobutu, appelle son allié français à la rescousse. Et le président de l'époque, Giscard d'Estaing, décide d'envoyer le deuxième REP, les paras, la Légion, qui vient de Calvi, qui est envoyé à Kinshasa et qui va donc sauter sur Kolwezi. Les paras sautent, 700 paras sautent sur Kolwezi. Et donc mon grand-père, François Ponchelet, le père de David, est envoyé là-bas, et le lendemain de l'assaut, avec plusieurs autres journalistes, il arrive sur place à Kolwezi, et voilà ce qu'il raconte. 5-4-3-2-1-0. Ce que j'ai vu à Kolwezi est atroce, c'est le sommet de l'horreur et de la sauvagerie, des charniers autour desquels rôdent les chiens, des cadavres mutilés, parfois décapités. L'horreur ne se décrit pas, et pourtant, il faut savoir qu'à Kolwezi, on a abattu des enfants, on a abattu des femmes enceintes, on a abattu des hommes de toute nationalité. Dans une villa du quartier général, les rebelles ont regroupé 20 à 25 Européens dans une chambre, et ils ont tiré avec acharnement à la mitraillette, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de cadavres enchevêtrés. Ils n'ont même pas eu pitié de la petite fille en robe rose qui tendait les bras vers la porte et qui est restée dans cette position. Devant ce charnier comme devant tous les autres, j'ai essayé en interrogeant les survivants de comprendre le pourquoi d'autant de sauvagerie. La plupart des témoins qui ont vécu les 8 jours d'horreur de Kolwezi et qui souvent ont miraculeusement échappé à des exécutions sommaires pensent qu'il y a 2 explications. D'abord, l'absence d'organisation des troupes rebelles, leur manque d'encadrement. Ça a commencé par le pillage des bouteilles d'alcool, puis l'ivresse, et enfin la tuerie gratuite, instinctive, sauvage. C'était devenu tellement facile que tous les brigands, voyous, voleurs de Kolwezi ont suivi l'exemple en toute impunité. Mais il n'y a pas que cela, car dans ce déchaînement sanguinaire, les Katangais ont conservé une certaine logique. Beaucoup de témoins affirment en effet que les massacres organisés ont commencé quand les rebelles ont appris qu'une opération se préparait à Paris, Bruxelles, Londres et Washington. Il est encore impossible de faire le compte exact des victimes européennes de ces massacres, mais le chiffre de 150 risque malheureusement d'être inférieur à la réalité. 150 sans compter les Européens emmenés en otage, qui seraient environ 60, en plus des 6 assistants techniques militaires. En repoussant les rebelles hors du Zaïre, les paras de la Légion risquent donc malheureusement de découvrir d'autres blancs massacrés sur leur chemin. 5-4-3-2-1-0. Les témoignages des habitants de Kolwezi sont hallucinants. Pendant 8 jours, entre l'attaque rebelle et le parachutage des légionnaires du 2e REP, ils ont vécu avec la peur et la mort dans des conditions matérielles extrêmement pénibles, sans eau et sans électricité. Il fallait faire boire aux bébés l'eau à peine bouillie des piscines. Pour se déplacer dans les villas, il fallait ramper pour éviter les rafales de mitrailleuses tirées contre les façades par les jeeps rebelles qui sillonnaient la ville. Pour se serrer les coudes, beaucoup d'Européens ont tenté de se regrouper, mais beaucoup ont été abattus en passant d'une villa à l'autre ou en traversant les larges avenues. Des familles entières ont ainsi été massacrées. Les cadavres, parfois mutilés, d'un père, d'une mère, d'un enfant, gisent encore côte à côte au coin des rues. La grande terreur des Européens, c'était de recevoir la visite des Katangais, visite qui consistait le plus souvent à piller, mais parfois aussi à violer
et a tué sauvagement. Grâce au téléphone qui a continué à fonctionner, les responsables de la ville ont quand même réussi à préserver quelques vies humaines en donnant des consignes de sécurité. Mais le téléphone a aussi entretenu la terreur, car d'un quartier à l'autre, on s'appelait pour s'annoncer les massacres. Voilà donc pour ces deux papiers, ces deux reportages. Moi, à titre personnel, je les ai découverts assez récemment, et je dois dire que j'ai jamais entendu un truc pareil en fait à la radio, quoi. C'est fou le niveau de description. Et il y a une phrase moi qui me fascine, c'est l'horreur ne se raconte pas, et pourtant il la raconte. Et alors moi qui en ai un souvenir plus précis, puisque j'avais 8 ans à cette époque-là, il y a quelque chose qui est resté en fait dans la famille. C'est cette image de la petite fille à la robe rose qui n'a pas réussi à atteindre la porte, qui est restée morte, la main tendue vers la porte, parce que ma mère, quand on lui disait Colvézi, elle avait entendu ce papier de mon père à la radio. Il lui avait raconté cette image au retour qui, je crois, l'a hanté longtemps, même s'il ne nous l'a pas dit. Et ma mère, quand on lui disait Colvézi, elle disait la petite fille à la robe rose. Et ça, c'est quelque chose qui est resté... voilà, Colvézi, c'est 170 morts européens, 700 morts africains, c'est un massacre. Mais Colvézi, pour nous, la famille Ponchelet, c'est cette petite fille à la robe rose. En préparant cet épisode, on a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas. On a fait des recherches et on a trouvé une photo. Une photo de l'AFP. Il y avait un photographe de l'AFP, en plus d'un autre photographe, d'un grand ami de mon père, qui était Henri Bureau, qui a été un de ses grands compagnons de reportage. Donc Henri Bureau était avec lui, et puis il y avait un photographe de l'AFP, et dans les archives photos de l'AFP, il y a une photo de lui, il y a une photo en fait qui montre des journalistes sortant de l'aéroport de Colvézi, ou de l'aérodrome plus exactement. Et sur cette photo, on voit un petit bonhomme qui ressemble à, on dirait un peu de loin, un hippie. Il a les cheveux longs, il a un agra sur l'épaule, et c'est lui. Alors on va vous mettre la photo sur nos comptes Instagram, je pense que c'est bien. Mais voilà, et j'ignorais complètement l'existence de cette photo qui est assez dingue, parce qu'en plus il y a un détail familial qui est assez, on va dire, significatif. C'est le pantalon qui tombe, quoi. Voilà, il a une ceinture, etc., mais son pantalon est un peu tombant, et voilà, ça c'est assez caractéristique, chacun reconnaîtra cette image. On va vous passer un deuxième extrait de ses archives. Donc sur place, il a fait plusieurs interviews de militaires français, et il interviewe aussi le président dictateur du Zaïre, Mobutu, et vous allez l'entendre, l'interview est assez musclée. Monsieur le Président, est-ce que vous souhaitez que les troupes françaises qui sont ici restent un certain temps, et si oui, combien de temps? Tous ces problèmes-là sont en cours entre le gouvernement français et moi, et le conseil exécutif, c'est-à-dire le gouvernement du Zaïre. Et vous souhaitez qu'elles restent? Pendant quelque temps encore, oui. C'est ce que j'ai déjà demandé, oui. Monsieur le Président, vous dites que vous avez demandé à Paris que les troupes françaises restent un certain temps. Combien de temps, et est-ce que vous avez obtenu une réponse? Notre gouvernement est au courant, je vous dis que c'est en cours. Vous êtes optimiste? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Autrement dit, vous pensez qu'elles resteront? Bien sûr que oui. Mais combien de temps? Mais c'est en cours. Je n'ai même pas eu le temps de continuer les discussions avec votre président. Je suis ici. Et vous estimez qu'il faudrait combien de temps pour rétablir la sécurité à Kolwezi? C'est en cours. Vous avez mon premier commissaire d'État, ce que vous appelez chez vous le Premier ministre, qui a déjà parti continuer les discussions à Paris sur place. Il faut combien de temps pour rétablir la sécurité à Kolwezi? Ça viendra. Vous le saurez d'ici quelques jours. Voilà, et pour que vous ayez l'image en tête de cette interview, toujours dans les archives photos de l'AFP, on voit Mobutu, donc dictateur africain, qui est en uniforme d'armée, en treillis, avec ses lunettes noires. Et moi je l'imagine mon père avec son agra, son air un peu babacool, son pantalon qui tombait, en train de faire l'interview de Mobutu, et limite on va dire d'insister beaucoup, voire de s'engueuler avec lui. Et je crois que c'était une de ses marques de fabrique, de parler à tout le monde de la même manière sans être révérencieux. Voilà pour ce deuxième épisode de 5-4-3-2-1-0. On vous dit à bientôt dans le placard à archives. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce jour-là, mercredi 30 avril 1975, une guerre de 30 ans vient de s'achever en 30 minutes.
J'ai vécu, micro d'Europe 1 en main, ces instants historiques d'une formidable intensité dramatique. Ce que j'ai vu à Kolwezi est atroce, c'est le sommet de l'horreur et de la sauvagerie, des charniers autour desquels rôdent les chiens, des cadavres mutilés, parfois décapités. Les cloches de la basilique Saint-Pierre viennent tout juste de sonner 5h moins le quart et je crois qu'on peut dire qu'un événement sans précédent dans l'histoire récente de l'Église est en train de se produire. Après le retour au calme, des groupes ont commencé à former des barricades et à incendier des voitures dans le plus pur style mai 68, à ceci près qu'ici à Téhéran, l'armée tire. Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong, rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Mine. Maître Badinter, est-ce que l'on peut savoir comment vous avez d'abord ressenti le verdict de la cour d'assises de Troyes ? Anna Marly, vous venez d'interpréter de tout votre cœur le chant des partisans. Le chant des partisans, c'est pour chacun un symbole de liberté, tout le monde le connaît. Par contre, vous qui en êtes l'auteur, les Français ne vous connaissent pas. Pourquoi ? 5, 4, 3, 2, 1, 0.